Comment vit-on l'humiliation et la blessure d'humiliation quand on est enfant d'un parent maltraitant? Et jusqu'où la honte va? Welcome back mes belles lumières et bon retour sur cette chaîne. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente. Je suis fille d'une maman dite pervers narcissique. Moi je les appelle le dévoreur d'âme puisqu'il y a un lien énergétique et que je crois en la réincarnation de l'âme. Donc je vous parlerai de tout ça prochainement. Et donc, sur cette chaîne, je vous présente ce que l'on vit en tant qu'enfant de parents narcissiques. Et bien évidemment, sur cette vidéo, je vais parler de la blessure, de l'humiliation, qui est donc inspirée par le livre de Lise Bourbeau. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Certains auront sans doute reconnu le titre. Et oui, elle croit aussi en la réincarnation de l'âme. Et donc, il y a une notion d'âme dans ces blessures. Je vais vous présenter la blessure d'humiliation en premier lieu, vous expliquer un peu ce qu'il en est. Et ensuite, je vous expliquerai de manière un peu plus concrète ce que l'on peut vivre. Bien entendu, j'expose en fait ce que j'ai vécu, ma vie personnelle. C'est de l'ordre de l'interprétation, ce sont mes ressentis, mes interprétations. Mais ça reste une blessure qui revient énormément quand on a eu des parents maltraitants qui ont eu ce genre de comportement que je vais mettre en avant. Et aussi, sachez que l'humiliation est une blessure voilà, qui survient vraiment dans la petite enfance et qui est en lien avec la manière dont le parent nous traite. Donc ça, c'est important parce que tous les enfants ne souffrent pas de la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, selon Lise Bourbeau, est la seule blessure qui n'est pas présente chez tout le monde. De mon point de vue, je suis persuadée qu'à partir du moment où on vit de la maltraitance avec son parent, on a cette blessure, mais ce n'est qu'un point de vue. Voilà. Alors, Lise Bourbeau, elle est auteure des nombreux livres que vous connaissez sans doute comme Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, La guérison des blessures ou encore Écoute ton corps. Elle a réuni à elle seule 25 best-sellers, donc elle dépasse l'auteur d'Harry Potter. Et elle est fondatrice du programme, on va dire, de l'école, la plus grande école de développement personnel du Québec, qui s'appelle d'ailleurs Écoute ton corps. Elle a mis en avant l'existence de 5 blessures qui sont à l'origine de toute notre manière de fonctionner vis-à-vis de notre environnement, des autres, de soi-même. La blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice qui sont les 5 blessures fondamentales de nos maux au quotidien. Pourquoi blessure d'âme? Parce que Lise Bourbeau part du principe que nous avons une âme en nous et que nous choisissons de nous incarner, que nous choisissons les vies dans lesquelles nous nous incarnons. Alors c'est un concept qui peut en dépasser beaucoup et qui peut ne pas plaire à certains parce que ça voudrait dire qu'on choisit la famille dans laquelle on s'incarne avant même de s'incarner. Et donc par exemple, ça signifierait que dans mon cas personnellement, j'aurais choisi la famille dans laquelle je suis, incluant ma mère narcissique, dévoreur d'âme. Donc moi je crois énormément à cette histoire de réincarnation de l'âme, ça me parle beaucoup, j'ai les mêmes concepts de développement personnel, les mêmes croyances que Lise Bourbeau. La blessure d'humiliation se déclenche souvent quand on est petit, c'est-à-dire entre 1 an et 3 ans. Elle se déclenche avec le parent qui s'est occupé de nous, de tout ce qui est de l'ordre, on va dire un peu de ce qui est maternant, de tout ce qui est de l'ordre physique. Donc par exemple, nettoyer la couche, nourrir alimentairement parlant. Donc quand on vous donne le biberon, quand on vous donne à manger, etc. etc. D'accord? Donc ce parent, la plupart du temps, c'est la maman. Mais s'il n'y a pas la mère qui est présente, soit dans l'éducation à ce moment-là, dans l'apprentissage de l'enfant, dans son développement, pour lui faire prendre les bains, etc., le changer, etc., ou lui donner à manger, ça peut être le père s'il y a absence de la mère. Et donc voilà, allez voir en vous ce qui s'est passé, qui a plus été présent pour vous à ce moment-là de votre vie. Donc qu'est-ce qui se passe exactement avec ce parent? Et ben en fait, il y a un énorme contrôle qui est mis en place par ce parent et donc l'enfant va ressentir un manque de liberté dans la manière de se comporter, dans la manière d'être tous les jours. Et donc l'enfant va se sentir humilié par le contrôle de ce parent. C'est extrêmement important parce que vous savez à quel point le parent dévoreur d'âme est contrôlant, d'accord? Le parent narcissique est extrêmement contrôlant envers ses enfants. Donc qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir la blessure d'humiliation? C'est à la fois la manière dont le parent va se comporter avec vous. Par exemple, est-ce que quand vous étiez enfant, il vous a déjà dit que vous étiez sale, que vous lui faisiez honte, que par exemple, il avait honte de vous? Est-ce qu'il vous a montré que c'est ce qu'il ressentait quand il vous regardait?
C'est souvent les parents maltraitants qui vont nous faire ressentir la blessure d'humiliation, ou la blessure d'humiliation, elle va survenir souvent quand il y a eu des actes d'inceste. Ensuite, ça survient aussi quand on a eu la sensation, le sentiment d'avoir été rabaissé par le parent, ou en tout cas de se sentir rabaissé par le parent. Ça peut venir quand le parent nous a surpris en train de nous masturber et nous a humiliés après ça. Il a eu des propos au lieu de nous laisser tranquilles, parce que ça peut arriver, hein. Le parent peut, sans faire exprès, donc ça peut arriver. Mais si le parent il a des propos humiliants derrière, ben c'est là que ça enfonce et que ça crée ça impacte en fait sur la blessure d'humiliation. On peut avoir été humilié dans notre rapport à notre sexualité par le parent. On peut avoir eu honte de nous, ou le parent a pu nous mettre dans des moments où on a dans des comportements où on a tellement eu honte de nous à cause de la scène dans laquelle il nous met. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses. Au niveau du corps, ce qui se passe, c'est que vous remarquerez peut-être sur vous pas. Ça, c'est important à comprendre que ça va nous influencer sur nos comportements alimentaires. Quand on a la blessure d'humiliation, on peut se récompenser ou se punir par la nourriture. Donc par exemple, quand on a fait quelque chose de mal, on peut se punir en refusant nous-mêmes de nous alimenter ou de prendre certains aliments. Et quand on a fait quelque chose de bien, on peut avoir tendance à se récompenser par un peu plus de bière, par une plus grande pizza. Ah tiens, aujourd'hui, allez, je me récompense, je vais acheter une pizza, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et on n'a pas une alimentation saine dans le sens où on va vraiment avoir des comportements, on va vraiment se punir ou se récompenser, et c'est inconscient, c'est-à-dire qu'on s'en rend même pas compte. Maintenant, je vais vous parler de ce que l'on subit quand on est enfant de parents narcissiques, qui fait que ça va impacter notre blessure et démarrer notre blessure d'humiliation. Il y a plusieurs choses. Je vais vous témoigner de ce que j'ai vécu. C'est pas pour être narcissique et parler que de moi, mais je peux pas parler de choses que je ne connais pas. Je peux pas dire à votre place ce que vous avez vécu. Donc si le parent contrôlant force l'enfant sans lui poser la question, sans lui demander, à porter des habits, donc déjà il y a un contrôle de la part du parent, donc ça peut pousser à la blessure d'injustice, de trahison et d'humiliation, parce qu'on peut se sentir humilié à l'idée de porter des vêtements qui ne nous correspondent pas ou qui ne sont pas notre image. Donc porter des vêtements de garçon quand vous êtes une fille, ou de fille quand vous êtes un garçon, parce que c'est le parent qui vous y oblige, contre votre consentement, peut être humiliant. Deuxième chose, quand on a des parents maltraitants. Les parents qui ne prennent pas soin de leur enfant. Donc ça peut être des parents qui vont emmener leurs enfants à l'école alors qu'il pleut et ils sont en tongs. Ça peut être des parents qui vont leur donner des vêtements qui n'ont pas été lavés, et les autres camarades de classe et le maître ou la maîtresse va s'en rendre compte, et il y aura des propos à la suite de ça. Ça peut être des enfants qui vont ne pas être lavés, donc ils sentent la pisse, ils sentent pas bon, etc. et qui vont à l'école. Donc moi, ma tante, la sœur de mon père, elle a vécu cette situation. Mon père a vécu cette situation. Donc tout ça engendre la blessure d'humiliation. Donc vous voyez, le simple fait d'avoir des parents maltraitants ou des parents qui ne prennent pas soin de vous peut engendrer la blessure d'humiliation. Pas besoin d'avoir des parents narcissiques, hein. Autre cas qui engendre la blessure d'humiliation, c'est le contrôle sur l'alimentation. Dans la vidéo du climat incestuel, je vous ai dit qu'il n'y a absolument aucune intimité entre le parent et les enfants. C'est-à-dire que le parent qui a des actes incestuels ne respecte pas l'intimité, ne respecte pas les limites du corps, de l'esprit, de la chambre de l'enfant. Donc par exemple, pour moi, ça a été très humiliant, j'ai honte. J'ai extrêmement honte d'avoir été témoin de ma mère qui fouillait dans les affaires de mon frère. Bon, vous allez me dire, c'est rien. Si on reprend les faits, en effet, les faits ne sont pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est ma mère qui fouille dans les affaires de mon frère. Moi, je trouve ça quand même, elle a dépassé des limites. Ça, c'est un fait aussi. Mais ce qu'il y a d'humiliant, c'est que j'ai été témoin de certaines choses qui regardaient son intimité sexuelle, qui étaient dans ses tiroirs. Quand l'enfant est témoin de scènes qui peuvent humilier une personne qu'il aime, moi, je trouve que ça peut amener à vivre cette humiliation par soi-même, parce qu'on devient complice d'un acte incestuel de la part de son parent, d'accord? Parce que quand les limites ne sont pas respectées, on est dans l'incestuel. Donc, si vous ne comprenez pas vraiment ce que je veux dire par là, allez voir ma vidéo précédente sur le climat incestuel qui est instauré par les parents narcissiques, les parents dévoreurs d'âme dans la famille. Ça passe par ce genre de petites actions. Ensuite, si je vous demande, avez-vous un souvenir très humiliant qui vous revient en mémoire? Peut-être que vous allez vous rappeler de certaines choses. Moi, par exemple, une fois, je demandais à ma mère, je sais plus, je voulais porter telle tenue à l'école quand j'étais en primaire, j'avais 7 ans, donc j'étais en CE1, et ma mère refusait, c'est-à-dire qu'il y avait un contrôle absolu de la part de mon parent, en tout cas pour moi. Pour mon frère, c'était très très absolu sur l'alimentation. Elle le forçait à manger plus que ce qu'il en avait besoin, et ça faisait des crises, hein. C'est-à-dire qu'à table,
il était éprouvé par ça, d'accord? C'était très violent pour lui. Il avait beau lui dire qu'elle arrête, elle continuait à le forcer à manger, du coup il a grossi. Donc la blessure d'humiliation chez mon frère, elle est passée par le poids physique et le contrôle de l'alimentation, qui est d'ailleurs, le contrôle de l'alimentation est un acte incestuel, d'accord? Donc voilà, de la part du parent séducteur, du parent opposé. Donc là, dans le cas de mon frère, ça marche complètement. Dans mon cas, je n'ai jamais cédé à ma mère. Donc, elle a dû passer par de la junk food, c'est-à-dire que quand j'avais 9 ans, pendant tout un été, 3-4 fois par semaine, comme ils rentraient tard à cause de leur métier, elle allait nous chercher, à l'époque c'était Quick, hein, c'était pas McDo, c'était pas Burger King, et moi je ne savais pas que ça faisait grossir, et on mangeait volontiers du Quick. Résultat, j'ai pris du poids, bah oui, il fallait bien qu'elle trouve un moyen de me forcer à prendre du poids, parce qu'elle refusait que je reste que je reste avec mon poids normal, donc j'étais un enfant normal, avec un corps fin, voilà, c'est comme ça, les enfants, ils ont un petit corps, hein. Ils sont tout maigres, c'est normal quoi. Et du coup, elle supportait pas que j'ai des jambes de danseuse. Elle ne supportait pas parce que les dévoreurs d'âmes sont très jaloux et envieurs. Donc les parents dévoreurs d'âmes vont jalouser et envier le corps de leur enfant. Donc elle a tout fait. Donc moi, ça marchait pas parce que je suis très rebelle. Et donc bah, j'ai eu honte de mon corps. Donc ça, c'est une autre manière d'être humiliée, c'est-à-dire que c'est indirect. Hein, et j'ai eu honte de mon corps, de ma prise de poids. Et ça a déformé ma réalité à tel point que l'autre jour, j'ai revu une photo de moi quand j'avais 10 ans. Bah, en fait, j'étais pas grosse. J'avais peut-être un petit peu des cuisses un peu joufflues, mais c'est tout. Mais moi, dans ma tête, j'étais rond, quoi. J'étais une balle de baseball. Enfin, une balle de baseball, l'image est mauvaise. J'étais un ballon de yoga. Dans ma tête, et du coup, ça déforme votre réalité. Donc, ça a déformé la vue que j'avais de moi-même. Donc, pensez à ça. Posez-vous la question. Comment je me sentais au niveau de mon poids? Parce que, attention, les parents des d'âme, ils vont faire en sorte de déformer votre image de vous et de déformer votre physique. Donc, posez-vous la question, à quoi je ressemblais à tel ou tel âge quand vous vous sentiez pas bien, quand vous aviez honte de vous. Moi, je suis persuadée que je faisais genre, que j'étais grosse, quoi. Mais quand je vous dis grosse, grosse. Et quand j'ai revu cette photo de quand j'avais 10 ans, mais le choc, parce que je me suis dit, mais attends, je comprends pas, j'ai pas l'air grosse, pourquoi j'ai l'air tout à fait normale? Pourquoi dans ma tête j'avais l'air obèse? Donc voilà, donc déformation de l'image de soi, parce que honte de soi, parce que humiliation, parce que tout ça. Donc je reviens au moment où elle contrôlait ce que je mettais, parce que je n'avais pas le droit de choisir mes vêtements. C'était une vraie bataille, hein. Tous les soirs avec ma mère là-dessus, c'était un contrôle insupportable. Et donc, ben, elle a décidé de me mettre au lit. Donc bon, c'était la seule et unique fois où elle m'a mis au lit, parce qu'elle ne nous mettait jamais au lit. On allait se coucher quand on n'en pouvait plus. Il n'y avait pas de routine chez moi du soir. J'avais pas de routine, de bisous, de câlins, d'histoire du soir. Tout ça, j'avais pas. Je vous ai fait une vidéo sur le trauma par omission affective. Donc, je vous invite à aller voir comment un enfant peut être traumatisé par le manque d'affection de ses parents. Donc ça en fait partie, hein, le fait d'être délaissé à moi-même le soir, de ne pas avoir de routine, d'avoir personne qui prenne soin de moi le soir avant d'aller me coucher. Et en fait, ce soir-là, elle me forçait, et en fait, elle a appelé une amie, et devant moi, elle disait à cette amie que j'étais une mauvaise fille, que je me plaignais, que ceci, que cela. Mais je me plaignais pas, en fait. Je demandais à choisir, à être libre de choisir de mes vêtements, qu'elle arrête de vouloir tout contrôler, qu'elle arrête de me faire du mal comme ça, qu'elle arrête de me faire souffrir. Je lui demandais d'arrêter de me faire souffrir. C'est quand même pas la même chose. Alors là, ça passait par une histoire de contrôle de vêtements, mais en fait, moi, c'était constant. C'était du matin au soir, tous les jours de ma vie. De mon enfance jusqu'à ce qu'elle disparaisse de cette putain de vie de famille. Ça a été non-stop, ça a été incessant. Et ce qu'elle a fait ce jour-là, c'est qu'elle se plaignait de mon comportement à quelqu'un devant moi, devant mes yeux. Et moi, j'avais pas le droit de parler, j'avais pas le droit de dire ce que je ressentais. J'étais invalidée dans mes émotions, j'étais inconsidérée dans mes sentiments. Et en plus de ça, j'étais dénigrée, humiliée et traitée de mauvaise fille devant mes yeux, et elle le faisait au téléphone avec une amie devant moi. Bah ça, messieurs, dames, c'est de l'humiliation, d'accord? J'ai été rabaissée, j'ai été invalidée dans mon monde émotionnel, donc ça c'est du gaslighting. J'ai été déconsidérée dans mes besoins, donc autrement dit, elle n'a pas pris soin de moi à ce moment-là, elle n'a pas écouté mes besoins. Bah, tout ça, ça cède place à l'humiliation. Donc voilà, ça en joue beaucoup. Parce que, ben, en fait, quand le parent cherche à contrôler son enfant, l'enfant peut se sentir rabaissé. Quand le parent ne nous laisse pas la liberté d'agir, l'enfant peut se sentir rabaissé. Dans le cas où on n'a pas le droit d'intervenir, où on nous interdit de bouger sur une chaise, de bouger physiquement, moi c'était mon cas à ce moment-là, j'avais pas le droit de bouger dans mon lit, on se sent rabaissé. D'accord? Si le parent nous dit qu'on est sale, qu'on est une mauvaise personne, qu'on agit en mal, on se sent humilié. Donc, tous ces comportements de la part du parent nous font nous sentir honteux. Et ça, c'est extrêmement important
d'en parler, de le signaler, parce que cette honte, jusqu'où elle va, cette honte? Jusqu'où elle va? Et donc, quand le parent rit, parce que moi, elle a rigolé en plus, hein, voilà. Je vous donne un exemple, parce que moi, c'est des flashbacks que j'ai pas beaucoup de souvenirs, j'ai ma mémoire, elle est très, très bloquée. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Donc en plus, quand le parent il rit en face de vous de ce que vous avez fait, bah là encore plus vous êtes humilié. Donc tous ces comportements-là, prenez-le bien en compte si vous les avez eus avec vos enfants ou si vous les avez subis, à quel point ça vous a fait vous sentir rabaissé ou humilié par votre propre parent. Un autre point qui va favoriser tout simplement la blessure d'humiliation, c'est qu'en fait, quand on a besoin de se montrer fort, solide, de montrer voilà, qu'on peut se placer dans des situations, même si on en a plein le dos, on peut supporter la surcharge. Donc c'est là qu'on rentre dans le masque du masochiste. Le masochiste, il va accepter des choses qui ne lui conviennent pas et il va dire que c'est ok, il va prétendre que c'est ok. Il va accepter d'être dans cette situation, il doit se montrer solide et fort, où il a pas besoin d'être contrôlé, alors qu'en fait, ça ne lui convient pas du tout et ça lui fait du mal. C'est le fameux masque du masochiste. Par exemple, je vous donne des exemples, la surcharge à la maison. On va prendre la place, un ami a fait une bêtise, on va se dénoncer à sa place. Une situation générale, un ami va nous demander de l'aide, c'est au-dessus de nos forces, on n'a pas du tout envie, mais on va lui dire oui, oui. Pourquoi? Parce que quand on a des parents qui ne se prennent pas en charge, qui nous infantilisent ou qui sont infantilisants, c'est-à-dire qui eux-mêmes ne se prennent pas en charge, hein. On a des parents qui font les enfants, donc c'est le cas avec les dévoreurs d'âmes. Nous, on n'a pas le choix, en fait, en tant qu'enfant, de devenir le parent de notre parent. Bah oui, mais en fait, on prend sur nous des choses qu'on ne peut pas prendre. Et donc, on va finir par avoir ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, et à force d'avoir le syndrome du sauveur, plus tard, en grandissant, on va continuer d'avoir ce genre de comportement. Et ce genre de comportement, c'est masochiste, parce qu'on va accepter des choses qui ne sont plus acceptables pour nous. Pas parce qu'on va pas savoir dire non, mais parce qu'on a tellement l'habitude de le faire qu'on n'est plus à un point près. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va accepter de se montrer fort et solide dans une situation qui ne nous convient pas. On va pas réagir et on va se placer dans des situations de manière consciente ou inconsciente où on en prend plein le dos. Et là, je parle bien d'en prendre plein le dos. Je parle pas d'être dans le syndrome du sauveur, je parle de se placer dans des situations où on en prend plein le dos, on se montre solide et fort et on dit mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon bah ça, écoutez messieurs dames, c'est le syndrome du masochiste. Non, le syndrome, peut-être pas, j'exagère. En tout cas, c'est le masque du masochisme. Vous allez faire en sorte d'aider les autres. Mais quand vous êtes dans cette action de tendre la main, d'accord, vous subissez des contraintes, des obligations. En fait, vous tendez la main, vous acceptez d'aider les autres, mais c'est une contrainte, c'est une obligation pour vous. Là, c'est pas le syndrome du sauveur. Ça, c'est le masque du masochiste. Parce que le syndrome du sauveur, c'est quand c'est plus fort que vous. Le masque du masochiste, c'est quand vous sentez qu'il y a de la contrainte et de l'obligation, mais vous allez le faire quand même. C'est pas la même chose. Le sauveur, on n'est pas dans l'idée qu'il y a une contrainte et une obligation. Le sauveur, déjà, c'est plus fort que lui. Il va dire probablement oui avant d'avoir réfléchi et il va vouloir le faire. Il va presque pousser la personne à accepter que lui, il l'aide. C'est pas la même chose, d'accord? Même si c'est en lien, c'est pas la même chose. Donc on est vraiment avec le masque du masochiste, dans la contrainte, dans l'obligation de le faire alors que c'est pas bon pour nous. Mais on va le faire quand même. Bah oui, on est masochiste avec nous-mêmes. Donc est-ce que aussi on a été l'esclave ou la servante d'eux au sein de la maison? Par exemple, quand j'avais 7 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, quand les lundis soirs, quand je rentrais de l'école, quand j'étais en CE1, je me rappelle très bien, il n'y avait pas mon père. Elle me reprochait d'avoir nettoyé la maison, d'avoir rangé et que c'était ma faute. C'était à cause de moi. Bon, bah, ce genre de problème, ce genre de reproche, quand on est un enfant, ça peut être très traumatisant, hein. Les enfants peuvent, les émotions chez les enfants, ça peut vite être traumatisant. Faisait enfin en sorte qu'elle me reprochait de ne pas être l'esclave de la maison et elle a tout fait pour que je sois la servante de la maison. Donc, c'est comme ça que j'ai instauré dans mon programme personnel, dans mes croyances, que je devais faire les tâches à la maison et que j'étais celle à qui ça revenait et que j'étais l'esclave de la maison. Et jamais elle ne demandait à mon père ou à mon frère de le faire, non, c'était des hommes. Elle reproduisait peut-être un schéma qu'elle a connu, ou elle essayait d'instaurer un schéma, la fille nettoie, l'homme, il a le droit de faire ce qu'il voulait parce que c'était ça avec mon frère. Ce qui a desservi mon frère, parce que mon frère a été traité en enfant roi, ce qui a eu des conséquences très graves sur lui. Et moi, j'ai été traitée en enfant esclave, ce qui a fait que c'est des rôles que j'ai continué à prendre dans la vie amoureuse et qu'aujourd'hui j'essaye de ne plus mettre en place pour me sortir de ce schéma-là. Donc bien sûr il a fallu que j'aille identifier et comprendre ce schéma-là. Donc voilà, donc la fille nettoie et le garçon il fait ce qu'il veut. C'était dans cet état-là que j'ai été éduquée par ma mère, avec un père absent dans son rôle parental qui a fermé les yeux et qui a mis des œillères au lieu d'agir et de dire stop. Donc voilà, ça a eu des conséquences, hein. Ça a eu des conséquences. Donc si on a ce sentiment d'avoir été servante ou esclave
Si c'est votre cas, je vous invite à aller travailler là-dessus. Ne gardez pas ces émotions-là, ça nous dessert. Ensuite, je vais vous citer quelques croyances qui peuvent influencer sur la blessure d'humiliation. Je vous ai dit que la blessure de rejet arrivait avant, c'était la première qui arrive. Quand on a la blessure du rejet, on peut avoir ce genre de propos. Je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis sans valeur, je n'ai pas de valeur. Voici quelques croyances qui peuvent vous amener à bien développer, bien faire grandir votre blessure d'humiliation. Je vous les cite. Je n'ai pas besoin de prendre de la place. Je ne suis pas spéciale. Je ne suis pas importante. Je suis sans valeur. Je n'ai pas de valeur. Je ne me reconnais pas dans mes valeurs. Je ne me reconnais pas dans mes compétences, dans mes qualités, dans mes connaissances. Donc si vous dites que vous n'avez pas de compétences dans votre métier, si vous n'avez pas de connaissances dans vos études ou dans votre métier, ou si vous croyez que vous n'avez pas de qualité alors qu'on en a tous, hein, et bien tout simplement, vous êtes en plein dans la blessure d'humiliation si vous pensez tout cela. Autre comportement qui peut vous montrer voilà, que vous avez subi la blessure d'humiliation, c'est quand votre mère, elle va être du genre à contrôler ce que portent les enfants. Donc si vos parents, si votre parent qui s'est occupé de vous a été dans le contrôle absolu de ce que vous portiez dans les habits, bon bah ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez possiblement développer la blessure d'humiliation. Si vous pensez, si à l'instant que je vous dis, même après la mort ou le décès de votre maman, si vous avez l'impression cette personne, elle a été un poids lourd pour vous, alors vous avez probablement développé la blessure d'humiliation. Dernier aspect qui est extrêmement important, ça va vous amener sans doute à la honte de vous. Si vous avez honte de vous, si vous avez honte d'avoir des envies, des désirs, parce que vos parents se privaient et qu'aujourd'hui vous en êtes encore là, vous avez la sensation que vous devez vous priver pour le reste de la famille. Alors, deux repères qui fait qu'aujourd'hui vous pouviez avoir, c'est si vous vous sentez coupable tout le temps, et si vous avez honte de vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on a subi des actes d'inceste, etc., les enfants qui ont eu de la maltraitance et qui ont été violés, ils vont avoir une culpabilité énorme. D'ailleurs, cette culpabilité, elle est d'origine traumatique. Et donc, on vit en permanence, quand on a été un enfant maltraité, on vit en permanence avec la culpabilité en soi et la honte de soi. Et donc, deux grosses conséquences, et je vais finir là-dessus pour cette vidéo avec vous, c'est la culpabilité et la honte de soi. Et le pire, vous savez quoi? C'est que je me suis rendu compte que j'étais coupable, que je me sentais coupable tous les jours de ma vie. Je m'en suis rendu compte à 29 ans quand j'ai fait, donc il y a ma formation en PNL, où il y a des procédures d'hypnose, on apprend l'hypnose ericksonienne, et j'ai fait un protocole pour, je venais de quitter mon ex, et donc j'ai fait un protocole pour désactiver l'ancrage que j'avais, l'ancrage de culpabilité que j'avais, une fois où j'avais pris la décision de quitter mon copain. Du coup, en fait, le soir, après le protocole, je me suis rendu compte que tous les soirs, donc j'ai fait le protocole, et ce soir-là, je rentre dans mon Airbnb, et là, je me rends compte que j'allais faire quelque chose que j'ai cessé de faire. Entendez bien ça. Parce que les parents qui ont un dévore d'âme, peut-être que vous le faites aussi. Tous les soirs, avant de me coucher, j'avais un rituel. Et un rituel extrêmement mauvais. C'est simple, je me posais 3 questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal aujourd'hui? Question numéro 1. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal à quelqu'un aujourd'hui? 3e question, est-ce que je suis coupable d'avoir fait quelque chose de mal aujourd'hui? Depuis que j'avais 11 ans, je me posais ces 3 questions tous les soirs avant de me coucher, sans même m'en rendre compte, c'est-à-dire que c'était devenu un rituel. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de la culpabilité que j'avais en moi? Rien que de vous dire ça, je me dis mais j'étais complètement malade en fait. Pourquoi je faisais ça? Parce qu'en fait, quand on a un parent qui nous maltraite en permanence, on croit que c'est notre faute. Moi, j'ai passé ma vie à avoir un parent qui me disait que c'était ma faute. Que tout ce que je faisais, c'était ma faute. Que tout ce que je faisais, que je disais quand je ressentais des émotions normales, c'était ma faute. Tout ce que je faisais, mon existence entière était ma faute. Vous imaginez la culpabilité que j'ai en moi? Qu'il est évident que ce n'est absolument pas normal. Pourquoi j'avais ce rituel-là? Déjà parce que personne ne prenait soin de moi quand j'allais me coucher le soir. Donc je me suis instauré mon propre rituel. Et mon propre rituel pour me déculpabiliser, c'était ça. Non mais c'est extrêmement grave. Du coup, après avoir fait cette technique de PL, cette désactivation d'ancrage, finalement j'ai désactivé aussi ce rituel dont je ne m'étais pas rendu compte, j'avais pas pris conscience. Ce jour-là, j'ai pris conscience que j'avais ce rituel-là. Je ne peux pas vivre avec ça, et en plus de ça, vous imaginez pas à quel point on est libéré après. Et donc la deuxième conséquence, c'est la honte de soi.
La blessure d'humiliation, plus elle est forte, plus vous avez vécu des choses comme tout ce que je vous ai expliqué sur la vidéo. Mais en fait, ça, c'est traumatique. C'est les conséquences d'avoir subi de la maltraitance, des abus narcissiques de la part du dévoreur d'âme. Vous savez ce que je dis, alors c'est que vous l'avez probablement vécu. Si c'est votre cas, s'il vous plaît, allez soigner vos croyances négatives. Et vous, est-ce que vous avez envie d'avoir honte de vous toute votre vie? Est-ce que vous avez envie de vous sentir coupable de tout toute votre vie? Donc, je vous invite à apprendre à vous aimer et à soigner tout ça. Voilà mes belles lumières, j'espère que cette vidéo elle aura été très utile, très instructive, que vous aurez appris des choses sur la blessure d'humiliation, sur aussi le fait que derrière il y a toujours la blessure de rejet, derrière chaque blessure il y a la blessure de rejet, à quel point quand on est très actif dans notre blessure d'humiliation jusqu'où ça va, et à quel point les enfants de parents maltraitants peuvent mettre en place des rituels d'autodestruction, d'auto-sabotage de l'estime de soi qui vont encore plus nous culpabiliser. Voilà mes belles lumières, sur ce je vous envoie plein d'amour, je vous fais des gros bisous moustachus d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.